En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Strasbourg frappé par le terrorisme, alors que la menace semblait de plus en plus dépassée pour la France. Le symbolique marché de Noël de la capitale alsacienne a été attaqué par Shérif Shekat, un multirécidiviste fiché S. Au moins 3 morts et plus d'une douzaine de blessés sont à déplorer. Pour comprendre cette nouvelle attaque, nous serons en compagnie du criminologue Xavier Hofer pour notre édition spéciale. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale terrorisme, un JT spécial, puisqu'à mes côtés pour faire le point sur cette nouvelle attaque à Strasbourg, Xavier Hofer. Merci. Bonjour. Xavier Hofer d'être avec nous. Alors avant de vous donner la parole, Xavier, je vous propose de faire un rapide retour sur les faits, sur ce qui s'est passé hier à Strasbourg. Il est aux alentours de 20h mardi soir lorsque le quartier central de Strasbourg est frappé de plein fouet par une attaque. Un quartier où est installé le célèbre marché de Noël, appelé en alsacien le marché de l'Enfant Christ. Tout un symbole pour qui veut frapper l'Occident. Notre correspondant en Alsace était sur place pour réaliser un reportage au moment de l'attaque. Il nous raconte ce qu'il a vu. J'étais en train de parcourir la ville pour réaliser un reportage. Il n'y a pas trop de monde, c'est un mardi soir, 20h. Dans ces cas-là, on ne pense pas vraiment à l'aspect sécurité. On se fait un petit peu fouiller lorsqu'on pénètre dans la grande île, mais bon, voilà, sans plus. Jusqu'au moment où on aperçoit un groupe de personnes rue des Grandes Arcades, qui regardent tous dans la même direction, où on croit comprendre qu'il y a eu des coups de feu. Donc on se dit, c'est bizarre, il y a des policiers, des voitures de policiers qui arrivent à toute berzingue. Un petit peu plus loin, vers la rue des Hallebardes, à mi-chemin, on tombe nez à nez avec un policier qui nous dit d'évacuer la zone. Nous voyons à 30 mètres à peu près deux corps par terre, quelqu'un qui s'en occupe. Là, du coup, on se dit, tiens, il s'est vraiment passé quelque chose, c'est un peu le choc. On retombe un petit peu de nos nuages, on commence à vouloir éviter cette zone pour atteindre la voiture et puis partir de la ville. En partant, eh bien, on s'aperçoit en effet qu'il y a de moins en moins de monde, que la place Kléber devient de plus en plus déserte. On nous dit de partir, on sort de la grande île, un peu choqué. Choqué, la ville de Strasbourg le restera encore longtemps. Déjà en l'an 2000, une cellule de terroristes franco-allemande avait prévu un attentat sur le traditionnel marché. Ils envisageaient à l'époque de placer une cocotte minute bourrée d'explosifs dans les allées, mais les services de renseignement étaient parvenus à déjouer les plans. Par ailleurs, de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, il y a 2 ans, c'était le marché de Noël de Berlin qui avait été frappé par une attaque au camion bélier. 12 personnes avaient été tuées et une 50aine de blessés étaient à déplorer. Il faut dire que les marchés de Noël sont une cible de choix pour les terroristes obsédés à l'idée de frapper l'Europe chrétienne. Et à Strasbourg, au-delà du symbole religieux, il y a également le symbole des institutions avec le Parlement. D'ailleurs, en pleine semaine de séance plénière, les députés européens présents se sont retrouvés confinés dans les locaux. En effet, l'assaillant est parvenu à s'enfuir après avoir commis son attaque. Un important dispositif policier a été mis en place pour le retrouver. Il y a actuellement 350 personnes qui sont mobilisées sur le terrain pour tenter de mettre un terme à sa fuite. 100 personnels de la police judiciaire sont en activité. 2 hélicoptères, les brigades et les services du RAID, de la BRI,
mais aussi les soldats de Sentinelle sont sur le terrain. Un dispositif particulièrement important donc, mais après les attaques. Beaucoup de voix s'élèvent déjà pour dénoncer un dispositif policier réduit au moment où l'attaque s'est produite. En effet, plusieurs sources proches de la ville expliquent qu'une partie des forces de l'ordre locales était mobilisée sur les manifestations parisiennes de samedi. De même, les CRS normalement déployés pour la sécurité du marché de Noël ont été envoyés quelques heures avant l'attaque sur des incidents en marge des blocages de lycéens. À croire que les failles étaient surveillées de près pour choisir le moment idéal pour attaquer. Voilà, alors Xavier Hofer, avant de commencer, pour parler, on ne va pas parler tout de suite du terrorisme, on va se concentrer sur les faits, sur la sécurité autour de ce marché de Noël. Évidemment, on l'a dit dans ce reportage, le marché de Noël, c'est une zone très ciblée, symbolique. Évidemment, vous demandez à quelqu'un qui est au fond de la campagne, vous lui direz quelles sont les 2 cibles pour la France en matière d'islamisme, il vous répondra Charlie Hebdo, à cause des caricatures du prophète, alors c'est fait. Restait naturellement le marché de Noël de Strasbourg. Cela fait 20 ans que des islamistes rêvent d'y frapper l'Europe chrétienne, là, en l'occurrence, dans son cœur. Eh bien voilà, la case 2 est maintenant cochée. Alors on a quand même l'impression qu'il y a eu plusieurs manquements au niveau de la sécurité. On sait qu'il y avait des barrières pour éviter les camions béliers qui étaient installés. Il y a également des barrages filtrants avec des vigiles qui doivent fouiller les passants qui souhaitent entrer dans le marché de Noël. Est-ce que visiblement ce dispositif fonctionnait? Alors, il y a un manquement encore plus important et, j'allais dire, préjudiciel par rapport à ça. C'est celui du profil de l'intéressé. Cela fait depuis 2012 que les criminologues, un peu entraînés dans cette voie par votre serviteur, disent que l'avenir du terrorisme en Europe, ce sont les hybrides, c'est-à-dire ceux qui sont à un moment donné criminels de droit commun, parce que quand on attaque une institution pour lui voler son argent avec une arme à la main, on n'est pas un délinquant, on est un criminel, et donc des criminels de droit commun à la Mohamed Merah. Mohamed Merah, 20 ans, 11 inscriptions à son casier judiciaire, la moitié pour vol à main armée, quoi. Donc des gens qui ont un passé lourd dans la criminalité et qui, à un moment donné, basculent dans le fanatisme. Quelle qu'en soit la raison. Certains, c'est sous la pression d'une arrestation imminente qui pensent desperado, autant aller au ciel, autant aller au paradis, et puis qui tirent sur tout ce qui bouge. D'autres, c'est suite à une radicalisation plus progressive, en ayant regardé des vidéos, etc. Toutes choses égales par ailleurs, voilà des gens qui, commençant comme voyous, terminent comme terroristes. On les connaît depuis 2012. Nous avons dit 10 fois que la bonne approche n'était pas celle de la radicalisation. Comment, c'est le cas de le dire, comment au nom du ciel pouvez-vous savoir ce qu'un individu a dans la tête? Même les Khmers rouges, en massacrant un quart de la population de leur pays, n'y sont pas arrivés. On ne peut pas savoir ce qu'un être humain a dans la tête, et encore moins le changer, quoi. Alors, une autre approche, c'est celle, non pas de la radicalisation, c'est celle de l'aguerrissement. C'est-à-dire que pour se servir d'une Kalachnikov, il faut qu'on vous l'ait appris, ça ne s'apprend pas. Vous trouvez une Kalachnikov dans le sable, vous ne saurez pas vous en servir. Donc l'aguerrissement est important pour des individus comme ça. Ils l'ont du fait de leur passé de voyous, et l'aguerrissement, là où on prend l'habitude d'agir avec les armes à la main, c'est lors des hold-up, lors des braquages. Et nous avons proposé une stratégie d'observation des vols armés, des braquages et donc des braqueurs. Si on avait fait ça depuis 2012, au lieu de dire oui mais nous on sait jouer au mariole comme ça en prétendant être plus fort que tout le monde, naturellement le shérif Shekat, il était au cœur du filet puisque c'est un braqueur et qu'il a 27 inscriptions à son casier judiciaire en France. Il s'est peut-être exprimé ailleurs en Europe, mais pour la France c'est 27 et en conséquence de quoi il était au cœur de la cible, il était repéré. C'était pas un individu parmi 50 000 autres qui pensent que l'État islamique c'est vachement bien, c'était un individu qui était ciblé pour ce qu'il a fait concrètement. Action criminelle, braquage, qui après ça peuvent être utilisés à l'intérieur d'une stratégie terroriste, ce qu'on a vu hier soir, quoi. Alors je reviens à la sécurité des lieux. Visiblement, le terroriste est parvenu à entrer sur le marché de Noël et dans la zone centrale de la ville de Strasbourg
avec une arme. On imagine là encore qu'il y a eu des failles dans le dispositif de sécurité puisque normalement les gens sont fouillés. Il est apparu qu'une société privée est souvent sollicitée pour s'occuper d'une partie de la sécurité, notamment une société qui s'appelle GVS. L'année dernière, certains journalistes avaient enquêté, ils avaient remarqué que certains agents de sécurité de cette entreprise, du moins au moins un, étaient fichés S. Alors là, tout de suite, des questions se posent sur la possible complicité d'agents de sécurité autour de ce dispositif. Alors c'est une des hypothèses. De quoi est-on sûr à présent ? Des gendarmes, puisque l'infraction qui motivait l'intervention des gendarmes s'était produite en zone gendarmerie, c'était un vol à main armée, viennent arrêter ce monsieur, shérif Shekat, à 6h le matin chez lui, selon les nécessités de la loi. De ce qu'on me dit, sur place, ils étaient accompagnés d'officiers de police de la DGSI, du renseignement intérieur. Je ne comprends donc pas pourquoi M. Nunez et M. Castagnère disent oui, on n'est pas sûr que ce soit un terroriste. Les gens de la DGSI ne sont pas là pour arrêter un voleur de poules, quoi. Donc, s'il était là, ça signifie que la dangerosité de l'individu en tant que potentiel terroriste, avant qu'il soit passé à l'acte, était déjà repérée et connue. Il n'est pas au nid. Il est possible, c'est l'avis des gens de la sécurité sur place à qui j'ai parlé, je connais bien la ville de Strasbourg et ceux qui y opèrent, n'est-ce pas? Donc cela me dit qu'il est possible que Shekat soit rentré très tard chez lui, et comme les gendarmes et les policiers étaient prépositionnés dès 5h du matin, et comme il a l'œil, les voyous, ils ont l'œil, ils repèrent les cars de police et les... Du moins, sur un doute, ils s'abstiennent. Voilà, exactement. Il est possible que dès ce moment-là, il ait filé, qu'il ne soit pas rentré chez lui et qu'il ait été prévenu. Voilà. Dès ce moment-là, les gendarmes font leur travail. Un avis d'un individu en fuite figure à partir de ce moment-là sur tous les ordinateurs de la police et de la gendarmerie. Il y a un avis placardé, si je puis dire, figurant sur tous les ordinateurs de tous les policiers et gendarmes en opération. Cet avis signale l'individu, sa photographie, sa nature dangereuse, le fait qu'il est fichier au FNPTR, le fait qu'il est fiché S, etc. Et donc tout ça est parfaitement clair. On fait un accéléré avant. L'individu, donc, Shekat, il disparaît dans la nature. Et puis, par le pont du Corbeau, qui est une des deux principales grandes voies d'accès au cœur de la ville de Strasbourg. Il arrive dans la zone sous surveillance, à l'angle du pont et du quai, et là, la rue amène directement au marché de Noël, etc. À cet endroit-là, il y a un dispositif de vidéosurveillance. Il est 19h45, entre 19h45, 40 et 45. À cet endroit-là, il y a, normalement, un dispositif de contrôle avec des policiers qui vérifient l'identité des gens. À côté d'eux, il y a une camionnette. Dans la camionnette, il y a un ordinateur sur l'écran duquel figure naturellement l'alerte que l'individu en fuite est dangereux. Dieu sait comment, Dieu sait pourquoi. Shekat, qui sur lui a une arme longue, vraisemblablement une Kalachnikov, plus un poignard, passe ce contrôle-là sans encombre, avance dans la rue et 5 minutes après commence à tirer sur la foule. C'est donc là où il aurait pu potentiellement avoir des complicités ou du moins une défaillance. Non, une défaillance, puisque ce n'est pas les gens de la sécurité privée qui font le contrôle à cet endroit-là. On ne parle pas d'un individu qui s'infiltre par une venelle mal gardée du fait que la sécurité privée lui a indiqué que par là on pouvait arriver. On parle de quelqu'un qui arrive par une des deux grandes voies, une des deux grandes pénétrantes sur Strasbourg, par un des deux principaux ponts de la ville et qui, à l'endroit en question, n'est pas contrôlé comme il se devrait. Alors, il se dit... Mais j'attends naturellement la confirmation de M. le ministre de l'Intérieur et de M. le secrétaire d'État à la Sécurité que peut-être le dispositif avait été levé du fait de la fatigue des policiers ou autres. En tout cas, il est incompréhensible et jusqu'à présent, on n'a pas vu les vidéos du pont du Corbeau et on aimerait bien les voir, quoi, pour savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est important parce que la cible principale en Europe pour des islamistes qu'ils ont déjà tenté d'attaquer, on ne dégarnit pas un dispositif. Mais ce gouvernement, en termes de sécurité, passant sa vie à déshabiller Pierre pour habiller Paul, eh bien voilà. Alors justement, le gouvernement a annoncé dès mardi soir, dès la commission des faits, que la France passait en urgence attentat. De quoi s'agit-il ?
Bon, ben, on est censé être en état d'alerte patriotique, quoi. Enfin, oui, bon, et c'est, vous savez, je sais pas, ça me laisse un peu sans voix, ce genre de choses. Les Texans, dont l'imaginaire est autour des cow-boys et des chevaux, etc., en pareil cas, ils disent, ça consiste à fermer l'écurie à clé une fois que le cheval a été volé. Eh ben, on a un peu cette impression-là, quoi. Ça y est, il y a des morts par terre, et puis après ça, ben, on prend des dispositions. C'est avant qu'il faut les prendre, les dispositions. Et si on avait pris en compte principalement le concept, le clignotant du braquage, attention, c'est un braqueur, il est dangereux. Et puis en plus de ça, tous les criminologues savent une chose, semble-t-il, pas le ministre de l'Intérieur. Ça tombe bien, il n'est pas criminologue. Mais oui, oui. On se demande, enfin bref, je ne veux pas être méchant, les braqueurs ne sont pas des gangsters comme les autres, ce ne sont pas des voyous comme les autres. Ils marchent à l'adrénaline, vous comprenez. Une fois que vous avez attaqué un objectif avec le pétard à la main et que vous êtes reparti avec une liasse de billets, ça vous fait l'équivalent d'un flash d'héroïne. Vous ne pouvez pas vous en passer. Ils sont incorrigibles. On peut recycler, réinsérer, réintégrer dans la société beaucoup de sortes de malfaiteurs et de criminels, faux monnayeurs, tout ce que vous voulez. Les braqueurs, on n'y arrive généralement pas. Pourquoi ? Parce que ils ont ça dans le sang, vous comprenez ? Ils ont l'adrénaline. Il leur faut le choc de l'émotion violente, etc. C'est un individu comme ça, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Alors le choc et l'émotion violente, justement, on l'a avec un bilan relativement lourd, 3 morts et 13 blessés, dont 6 dans un état d'urgence absolue, du moins à l'heure où nous parlons. On l'a compris, Xavier Hofer, on a affaire une nouvelle fois à un terroriste hybride. Je vous propose de regarder un petit résumé du portrait de Cherif Shekat. Cherif Shekat, il n'aura pas fallu longtemps pour que l'identité du principal suspect de l'attaque de Strasbourg soit connue. Dès les premiers éléments, il serait difficile d'affirmer que le profil est surprenant. Âgé de 29 ans, Cherif Shekat a tout du parfait terroriste islamiste qui frappe le territoire européen. Largement connu des services de police avec un palmarès criminel fourni, 27 condamnations en tout entre la France, l'Allemagne et la Suisse, il a également effectué plusieurs passages en prison. Des séjours qui avaient montré son radicalisme islamique. Et si le secrétaire d'État Laurent Nunez a pris des précautions quant au caractère terroriste de l'attaque, le procureur de Paris, Rémi Heitz, a déclaré ce matin qu'il s'agissait bien d'un attentat. Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil sur lequel je reviendrai dans un instant, et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier Allah Akbar, la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits dès hier soir. Visiblement radicalisé, l'individu fréquentait la mosquée de la Méno. Il avait aussi une fiche S depuis 2016. Pour autant, les services estiment qu'il n'y avait aucun signe de volonté de passage à l'acte. Comme son nom l'indique, les médias français ont présenté Cherif Shekat comme un Alsacien natif de Strasbourg. L'intéressé avait échappé le matin même à un gros coup de filet de la police. Il était en effet recherché pour un braquage et une tentative d'homicide. Ses complices ont quant à eux tous été interpellés. Les policiers ont retrouvé chez lui une grenade défensive, une arme, 22 longs rifles chargés, 4 couteaux et des munitions. Après l'attaque au marché de Noël de Strasbourg, le suspect est parvenu à prendre la fuite. Des militaires de l'opération Sentinelle retrouvent rapidement sa trace et des échanges de tirs ont lieu. Cherif Shekat a vraisemblablement été blessé. Malgré le verrouillage du quartier, il serait toutefois parvenu à s'enfuir peu avant minuit à bord d'un taxi. Il s'est ensuite retranché dans le quartier de Neudorf, une zone à forte densité immigrée. Précisons aussi que la zone est à quelques kilomètres de la frontière allemande. Comme à chaque fois, depuis 2012 et Mohamed Merah, Cherif Shekat correspond parfaitement au profil hybride, à cheval entre le terrorisme et la criminalité de droit commun. Alors voilà, Xavier Hofer, un terroriste hybride, un très long palmarès criminel. On a vu 27 condamnations sur 3 pays, la Suisse, l'Allemagne et la France. Il a 29 ans. On a du mal à comprendre pourquoi il est en liberté, ce garçon. Eh bien, à cause des condamnations à la Taubira. Voilà, c'est simple. Monsieur Castaner s'est précipité ce matin pour dire qu'il avait purgé toutes ses peines. C'est quoi une peine ? Vol avec arme et menace simple d'une arme, c'est censé être 150 000 € d'amende et 30 ans de réclusion.
S'il en avait fait le tiers à sa dernière condamnation, eh bien, il y aurait 3 personnes vivantes en plus aujourd'hui à Strasbourg et 13 blessés qui se portent très bien. Voilà ce que c'est que les condamnations édulcorées et sans cesse gommées et sans cesse éradiquées par la succession de personnages anarchisants qui se sont succédés à la chancellerie. Voilà le résultat. Quand on condamne les gens à leur juste peine, selon les règles de l'état de droit, on ne va pas rouvrir le bagne, mais en même temps, le vol à main armée est lourdement puni, et pour cause, parce que c'est l'infraction mère de toutes les autres. Quoi que vous fassiez d'illicite, à un moment donné, il vous faut du fric pour le faire, et le seul moyen d'accumulation primitive du capital, c'est pas souvent que je parle comme Karl Marx, hein, vous noterez, mais l'accumulation primitive du capital, pour un voyou, c'est le braquage. Donc c'est très important. Si on fait attention au braquage, on a le sismographe de l'activité dans le milieu criminel. Si ce monsieur avait été condamné décemment, même avec circonstances atténuantes, 20 condamnations en France, il prenait 10 ans ferme, eh bien il n'était pas dans la rue hier soir. C'est aussi simple que ça. Voilà où même le laxisme de Madame Taubira et consorts. Alors on l'a dit, Shekat avait également donc une fiche S, FSR, TP. Pour autant, le ministre de l'Intérieur a répété à plusieurs reprises, aucun signe de volonté de passage à l'acte a été détecté. Alors on se demande finalement si jusqu'à ce que ces terroristes passent à l'acte, on peut détecter un signe de passage à l'acte. Et puis on se demande aussi évidemment combien d'autres terroristes ont si peu donné de signes de passage à l'acte et sont encore dans la nature en France. Il y a ceux qui vous envoient un faire-part, vous savez, monsieur Untel a la joie de vous faire part de son passage au terrorisme, telle date, et à ce moment-là, il se rendra dans la rue pour tuer le plus de gens possible. Mais d'où ils sortent ? Ils n'ont jamais vu ce que c'était qu'un islamiste. Les islamistes, dans leur radicalité, ce sont des gens muets, ce sont des gens discrets, ce sont des gens extrêmement méfiants, et naturellement, ils vont pas envoyer un tweet, c'est pas M. Trump, hein, ils vont pas envoyer un tweet pour dire tiens, demain je vais tuer tout le monde. D'où ils sortent ? On se demande par moments s'ils ont bien compris à qui ils avaient affaire. Il est évident qu'un individu en question, il est totalement paranoïaque. Tout l'endoctrinement qu'il a reçu, tu es entouré d'infidèles, tais-toi, les traîtres sont autour de toi, garde ta langue, ne dis rien à personne, attention, ne t'habille pas comme les vrais croyants, pas de barbe, etc. Vous avez vu comment il est ? Il ressemble à la racaille du coin, et c'est sans doute parce que c'en est une. Mais au moment où il se radicalise, à ce moment-là, il devient discret. Même ceux de l'attentat qu'on a eu à Paris, là, le Bataclan, etc., les 3 frères, et puis leurs cousins et toute l'équipe là, de Bruxelles, à un moment donné, ils se radicalisent, mais ils n'en parlent pas. On le constate à des signes extérieurs, que dans leur petit bistrot, les vidéos ont changé, que la cousine, celle qui va mourir à Saint-Denis, n'est pas habillée pareil, etc. On voit un certain nombre de petits signes, mais c'est très subtil et c'est très discret. Alors, j'ai l'impression qu'un certain nombre de hauts personnages en France théorisent leurs propres insuffisances et disent que ce qu'ils n'ont pas vu n'existe pas. Mais ça existe en fait. La preuve, c'est que quand il est passé à l'attaque, il n'a pas crié « Vive le Paris Saint-Germain », il a créé « Allahu Akbar ». Si c'est pas un truc d'islamiste, ça, qu'est-ce qu'il est ? Alors on a vu que les médias s'étaient tous employés à présenter le suspect, Cherif Shekat, comme un Strasbourgeois de nationalité française. Là encore, on voit quand même qu'il est d'origine maghrébine, comme une grande partie des terroristes qui ont frappé en Europe. Oui, effectivement. Il y a quelques rares Sahéliens, comme Koulibaly. Généralement, les Sahéliens, c'est-à-dire sénégalais, maliens, le plus souvent pratiquent une forme d'islam particulièrement douce et pacifique, qui est l'islam soufi. Bien sûr. Mais il y a quand même quelques radicalisés à qui il faut faire attention. Et oui, en général, ce sont des gens qui sont issus de la religion musulmane dans leur famille, qui s'en sont détachés à un moment donné pour tourner voyous, et là, ils boivent de l'alcool, ils fument des pétards, etc. Et à un moment donné, ils rebasculent. C'est ça le profil le plus fréquent. Alors, ça n'est pas en niant la réalité, naturellement, qu'on la fait disparaître. En plus de ça, bien entendu, pour apporter un traitement à ces problèmes, il faut avoir une idée de la réalité. Enfin, je vais vous poser une question. Vous avez X traitements contre le sida
qui coûtent fort cher, les trithérapies, vous allez en distribuer la moitié chez les bonnes sœurs cloîtrées et l'autre moitié chez les prostituées du Bois de Boulogne. C'est normal, ça? Non. Il faut cibler la population à risque, évidemment. Et c'est pas en ne la ciblant pas, en taisant le nom, en disant Monsieur C, 3 petits points, etc., qu'on arrivera. Je sais bien qu'ils sont payés pour vendre la mondialisation heureuse, mais à un moment donné, il y a une limite, et la limite, c'est la sécurité des gens. Alors justement, la sécurité, ça aurait été peut-être de l'arrêter après la commission de ces crimes, mais on constate que Cherif Chekhat a réussi à fuir visiblement pour rejoindre le quartier de Neudorf, dans la banlieue proche de Strasbourg, un quartier de l'extérieur de Strasbourg, de la périphérie. C'est quand même très surprenant tout cela. Mais c'est pas sûr qu'il ait pu fuir, oui. Oui. Alors là, notez bien que les militaires de Sentinelle ont fait leur boulot. Il est blessé, il a une balle de 5,56 dans le bras gauche, d'après ce qu'on me dit, et c'est ce qui explique qu'à partir d'un certain moment, il ne se serve plus de son arme, ou une Kalachnikov, ou une arme longue de type fusil d'assaut, parce que quand on a pris une balle de guerre dans le bras est complètement neutralisé, paralysé, quoi. Et en conséquence, pour une arme longue de cette nature, il faut ses 2 bras. Il ne les a plus, semble-t-il. Il est blessé, donc s'il a trouvé des complices, il s'est fait soigner, il a un bras en écharpe, mais en tout cas, il ne peut plus se servir de son arme longue. Donc, à partir d'un moment, il s'enfuit. Il n'est pas rattrapé par la police. À un moment donné, il y a même un cafouillage un peu pénible où on confond 2 quartiers de Strasbourg, le quartier de Neudorf et le quartier de Neuhof, qui sont l'un plus près et l'autre beaucoup plus loin dans la même direction. Donc il y a une sorte de cafouillage. Et après ça, Chekhat disparaît. Ce qu'on me dit, c'est que dans la direction où il a disparu, il y a un nid, une niche, un repère, je ne sais pas comment dire, de Tchétchènes islamistes. Et qu'il n'est pas impossible qu'il ait trouvé refuge dans ce groupe-là. Compte tenu du caractère extrêmement dangereux, et vous avez vu le Tchétchène à Paris qui a tué des gens à coups de poignard, là, récemment, donc on comprend que la police regarde à 2 fois et prenne toutes les précautions possibles pour bien vérifier qu'il n'est pas dans ce azimut-là, dans ce repère-là, avant de lancer une opération visant à le récupérer. Ce sont des gens très dangereux. Alors on voit aussi qu'il y a la frontière allemande, évidemment, qui est à quelques kilomètres de cette zone. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a réussi à fuir et à passer en Allemagne ? D'autant plus que ce matin, on a eu affaire encore à des rodomontades en disant l'état d'urgence absolue, la frontière est fermée. Ce qu'on me dit de Strasbourg même, c'est que jusqu'à une heure avancée de la journée, on passait comme on voulait, quoi. Et que ça n'est qu'assez tardivement dans la journée d'aujourd'hui qu'effectivement la frontière a été bouclée. Mais qu'en tout cas, toute la matinée, on pouvait encore, ici ou là, franchir la frontière sans trop de problèmes. Mais il y a aussi des Tchétchènes de l'autre côté, vous savez. Voilà, c'est ceux qui ont fui la guerre de Poutine, et donc ils sont d'autant plus fanatisés et desperados qu'ils savent que si jamais un jour ils sont renvoyés en Russie, ils seront découpés en rondelles. Donc, oui, il n'y a pas de pitié là-bas. Hein. Donc, c'est d'autant plus problématique de savoir qu'il risque d'être dans ce n'est pas une certitude, hein, à l'heure actuelle, on le cherche, mais comme dans l'azimut, dans la direction où il a disparu, il y a cette espèce de communauté de Tchétchènes, eux, extrêmement radicaux, et bien entendu aussi des hybrides, parce qu'ils ne vivent pas comme ça de l'air du temps. Hein. Ils financent par des activités criminelles. C'est des racketteurs de leur propre communauté. D'ailleurs, ce sont des gens bizarres, en tout cas souvent criminalisés, et donc, mais fanatiques aussi, musulmans. Donc attention à ce qui peut se passer dans ce coin-là, quoi. Alors en quelques instants, Xavier Hofer, peut-être une conclusion politique, un échec supplémentaire pour le gouvernement d'Édouard Philippe et surtout pour Christophe Castaner. Après des journées de débordement en marge des Gilets jaunes, aujourd'hui c'est le terrorisme qui frappe et visiblement une incapacité de gérer la situation. Ça va pas bien, quoi. On me signale l'existence entre les mains, en tout cas au cabinet du ministre de l'Intérieur, d'une liste de toutes les exactions et pillages commis malgré les Gilets jaunes, en marge de leur manifestation, et bien entendu en dépit d'eux, qui approcherait les 2000.
2000 pillages de boutiques, de centres commerciaux, et bien entendu d'autant plus aisément qu'en vertu du vieux principe, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, une fois que les forces sont mobilisées autour de l'Élysée, autour de Matignon, et pour protéger les grands seigneurs, naturellement l'espace est libre. Et chacun sait ce que c'est qu'un voyou. Essentiellement, c'est un être opportuniste. Il a une opportunité, il bondit dessus. On voit là justement, a priori, une partie des CRS avait été envoyée sur des incidents en marge d'une manifestation de lycéens et ils ont donc dépourvu de fait le marché de Noël de Strasbourg. Exactement. Depuis maintenant pratiquement 2 mois, ce gouvernement passe son temps à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Bon, on voit le résultat. Est-ce que vous pensez, Xavier Hofer, qu'une volonté politique sérieuse réussirait à remettre tout ce système sécuritaire en marche, j'ai envie de dire, sans jeu de mots, ou est-ce que finalement, aujourd'hui, au fil du temps, au fil de gouvernements successifs qui ne semblent pas vouloir prendre leurs responsabilités, on est arrivé à un système qui ne fonctionne plus à aucun des échelons du principe? Il faut enseigner à la direction du renseignement intérieur que les hybrides existent et sont dangereux, parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi? J'en sais rien, je ne suis pas psychanalyste. Je constate simplement que dans leur texte, il n'est jamais question de ça. Quand on en parle, ils disent c'est des sottises, c'est des inventions de journalistes. Et eux, ils pensent que soit on est un voyou, soit on est un terroriste, mais qu'il n'y a rien entre les deux. Alors comme maintenant tout est entre les deux, leurs chances de succès sont modestes. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire demander aux gens, veuillez tenir compte, s'il vous plaît, de la réalité. Et puis s'ils ne veulent pas, on les vire. Voilà, ça c'est la première chose. À part ça, la maison même où ils opèrent est superbe. C'est un très bel instrument de lutte contre à la fois le terrorisme et plus encore de l'espionnage et de la contre-ingérence, etc. L'appareil français de sécurité est superbe, simplement il est entre les mains de gens qui ont peur de s'en servir, qui ne savent pas s'en servir, ou alors de branquignoles qui prétendent que tout cela n'existe pas. Alors à partir du moment où il y a des gens sérieux qui disent voilà, maintenant fin de la récré, premièrement, deuxièmement, troisièmement, pareil à la justice, bien entendu, parce que si la justice fait sérieusement son boulot, il n'y a pas d'affaire chez Cat, là. Il est en tôle. Voilà. Merci beaucoup Xavier Hofer d'avoir été à nos côtés pour raconter l'essentiel de cette affaire à la suite de cet attentat au marché de Strasbourg. Merci beaucoup Xavier Hofer. Merci à vous. On va continuer ce journal avec le reste de l'actualité. C'est avec Olivier Frère-Jacques. Casse-prison pour Jawad Bendaoud. Le logeur des terroristes du 13 novembre a été condamné mardi soir à 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience par le tribunal correctionnel de Paris qui le jugeait pour des menaces de mort contre une victime des attentats de 2015. Les faits se sont produits le 5 décembre dernier dans les couloirs du palais de justice alors que Jawad Bendaoud sortait de son procès en appel pour recel de malfaiteurs terroristes. Vie ma vie de clandestin exhibitionniste. Un migrant afghan de 29 ans a été condamné à de la prison ferme pour avoir exhibé son sexe devant une pouponnière à Caen, dans le Calvados. Ce dernier était couché sur le capot d'une voiture, les bras en croix, le sexe à l'air. La comparution s'est déroulée le 6 décembre pour des faits remontant au 12 octobre. Pour sa défense, l'individu a justifié qu'il manifestait pour sa liberté sexuelle et qu'il n'y avait ni érection ni masturbation, avant d'ajouter qu'il souhaite avoir des rapports libres avec des hommes et des femmes, puisque cela fait 3 ans qu'il est en France sans aucune relation sexuelle et que son corps en a besoin. Le président du tribunal lui a fait remarquer qu'il lui manquait quelques renseignements sur les démocraties occidentales. L'individu a donc écopé de 6 mois de prison, dont 3 fermes. L'occasion peut-être d'avoir enfin des rapports. La Commission des épiscopats de l'Union européenne soutient le pacte mondial de l'ONU sur les migrations, dit également pacte de Marrakech, une position qui fait grincer des dents de nombreux catholiques et qui soulève une nouvelle fois la question de l'opportunité de laisser des ecclésiastiques se compromettre dans des instances supranationales non élues. Theresa May, seule au monde, un vote de défiance contre le Premier ministre britannique aura lieu ce mercredi dans la soirée à la Chambre des communes. Si au moins 159 députés conservateurs s'expriment contre Theresa May, en plus des députés travaillistes, celle-ci sera renversée. Incapable de rassembler son parti autour de son accord sur le Brexit, le Premier ministre britannique paye sa décision de reporter en catastrophe le vote sur cet accord par crainte d'une probable défaite.
Donald Trump gagne une bataille judiciaire contre l'actrice pornographique Stormy Daniels. Cette dernière, avec qui il aurait eu une relation entre 2006 et 2007, aurait violé un accord de confidentialité en vertu duquel elle ne devait pas ébruiter sa petite idylle avec le milliardaire devenu président. L'actrice avait poursuivi Donald Trump qui l'accusait sur Twitter d'avoir mis sur pied une arnaque en faisant réaliser et diffuser le portrait robot d'un homme qui l'aurait menacé en 2011 si elle évoquait sa relation avec le locataire de la Maison-Blanche. Le juge a ainsi ordonné contre Stormy Daniels le paiement de $292 000 de frais d'avocat à Donald Trump et $1 000 pour procédure abusive. Une affaire rocambolesque impliquant un président américain conservateur. Comble de l'ironie, un des avocats de Donald Trump se prénomme Charles Harder. Les Serbes ont la mémoire longue. Mardi, à l'occasion de la rencontre de Ligue des Champions opposant l'Étoile Rouge de Belgrade au Paris Saint-Germain, les supporters serbes ont fait passer un message politique dans les tribunes. Sur une banderole, on pouvait lire « Merci 1914-1918 à la France à laquelle nous avons juré et que nous avons mentionné dans nos prières, mais qui n'existe plus ». Une référence aux cérémonies du centenaire de l'armistice le 11 novembre dernier. En effet, le président serbe Aleksandar Vučić, invité, n'était pas placé aux côtés d'Emmanuel Macron dans la tribune officielle, quand, dans le même temps, le président du territoire du Kosovo, Hashim Thaçi, était bien dans la tribune principale. Pour rappel, ce dernier est issu de l'Učeka, une organisation terroriste albanaise impliquée dans le trafic de drogue et d'organes. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, le journaliste Yves Mamou nous présente son dernier ouvrage, malheureusement à propos, Le Grand Abandon, où il dénonce les relations des élites françaises et l'islamisme. La réinitialisation, c'est l'autre chose que l'immigration. C'est quand on fait rentrer une population qui n'est pas d'origine européenne, c'est-à-dire ni catholique, ni chrétienne, ni juive, mais qui vient du Moyen-Orient, c'est qu'à un moment donné, on invente des slogans, diversité, vivre ensemble, qui sont, moi j'ai pris ça au départ, ces slogans comme de la communication. Mais en fait, je me suis aperçu que c'était une politique, je veux dire, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veut imposer des quotas ethniques d'apparition sur les écrans de télévision. Qu'il suffit de regarder n'importe quelle série aujourd'hui, il y a des couples mixtes qui sont arabes et non arabes à la télévision. Il y a une permanence, on organise la permanence d'une diversité, comme si on voulait faire croire aux gens que la société française était aujourd'hui parfaitement mélangée et parfaitement harmonieuse dans le vivre ensemble. Et voilà également à votre programme, comme chaque mercredi, le rendez-vous avec Perles de Culture. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de François Billot-Lochner. Quant à moi, c'est le moment de vous dire au revoir. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le ministre Darmanin vient d'être sous les feux des projecteurs à cause d'une déclaration un petit peu malheureuse quand il a déclaré récemment qu'il était impossible de déjeuner dans Paris à moins de 200 € par repas, 20 compris tout de même. Que M. Darmanin ne sache pas que l'on peut très bien déjeuner dans Paris, dans beaucoup de très bons restaurants pour moins de 20 €, finalement, ça n'est pas très grave. C'est une erreur d'un zéro, il a confondu, il est ministre du budget, il manie trop de chiffres et 20, 200, probablement que pour lui, c'est un peu la même chose. Donc, je lui pardonnerai cet écart. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que le sens véritable de cette petite anecdote. Petit retour en arrière sur M. Darmanin. M. Darmanin n'est pas le fils de Bernard Arnault ou d'un grand milliardaire. Il a vécu sans doute des périodes financières un peu difficiles et je rappelle qu'un député, Christian Van Est, l'avait finalement sorti de certaines difficultés personnelles en le faisant venir lorsqu'il était député dans sa circonscription.
Et nous avons eu, l'histoire se répète, nous avons eu le meurtre du père. Darmanin a participé au meurtre de Christian Van Est au moment où il a été éjecté de la classe politique et finalement a pris sa place. Et bien lui en a fait puisqu'il est maintenant ministre après avoir été un farouche républicain très proche de Sarkozy. Donc c'est un homme éclectique qui sait se placer comme il le faut. Ce qui est intéressant dans l'anecdote des 200 €, c'est que M. Darmanin, il y a quelques années, il y a très peu d'années, car il est jeune, allait forcément déjeuner dans des brasseries à 15 €, 17 € ou 20 € dans Paris. Mais en fait, le pouvoir fait complètement oublier le sens de la réalité et même de sa propre réalité historique et personnelle. Il a oublié qu'effectivement, il déjeunait il y a quelques années pour 17 € dans Paris. Et il pense aujourd'hui que c'est maintenant 200 € qu'il faut pour déjeuner dans Paris. Et c'est la traduction extraordinairement précise de ce qu'on appelle les élites hors sol. En fait, M. Darmanin a quitté le bon sol, le bon bitume, pour s'élever au-dessus de tout ça, pour être dans les ordres de la République avec des chauffeurs, avec des cuisinières, avec des cuisiniers, avec des femmes de ménage, avec des gardes du corps. Il est totalement en dehors de la réalité française, d'où d'ailleurs son impossibilité de comprendre les gilets jaunes qu'il attaque avec une brutalité incroyable. Voilà. Donc nous avons une excellente illustration de ce que sont les élites hors sol par cette petite erreur, qui est quand même une grosse erreur sur le fond tout de même, des 200 €. Et nul doute n'est possible, M. Darmanin ne comprendra jamais plus les gilets jaunes. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout de même une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.